Oui, je sais, si vous êtes comme moi, vous n'en pouvez plus des discussions sur le budget, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles, c'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission exceptionnelle. Évidemment, on va revoir tous les événements de la semaine, et il y en a eu qui ont impacté l'économie, qui ont impacté les marchés, qui ont impacté la finance, et bien sûr votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ou plutôt l'expression, c'est droit de douane contre IA, vous allez voir de quoi on parle. La question macro, le cycle de baisse des taux est-il terminé? Le chiffre de la semaine, c'est $1000, c'est les fameux Trump accounts, on va en parler, ces comptes d'investissement pour les enfants. Est-ce que ça va aider à faire plus d'enfants ou à être plus cultivé en matière d'investissement? On en reparlera. En deuxième partie de l'émission, on a eu une semaine à zéro quasiment sur la bourse. On voit que la bourse se cherche. Comment va-t-elle finir l'année? Est-ce qu'on aura notre fameux rallye de fin d'année? Comme j'ai des spécialistes aujourd'hui de l'allocation d'actifs, je vais leur demander quel est le placement de la semaine, mais quelle est aussi l'allocation qu'il faut avoir avant la fin de l'année et pour attaquer l'année 2026, le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions achetées ou vendre. Mais vous savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. Je peux vous dire que le débat a déjà commencé avant l'émission. Je vous dis pas pourquoi, parce qu'on a parlé de Marc Dorcel, de l'impact de l'IA sur la pornographie et du fait qu'on n'avait plus d'enfants et que c'était de la faute de on ne sait pas qui. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est la championne incontestée du triathlon économique, croissance, inflation, taux d'intérêt. Valentine Henouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Bonjour Valentine. Bonjour Marc. Vous êtes en forme? Très. Vous avez l'air en forme en tout cas. Vous étiez en forme quand je suis arrivé. Il a compris que l'intelligence artificielle c'était quand même plus important que l'ESG et que ça allait nous augmenter puis totalement nous remplacer. Alain Pitou, vous êtes Senior Advisor pour AI4Alpha. Bonjour Alain. Bonjour. C'est quoi AI4Alpha? Alors AI4Alpha, c'est une entreprise qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour vous aider à construire des portefeuilles plus performants et moins risqués surtout. C'est l'avenir, non? Enfin, c'est l'avenir, c'est le présent même, non? Oui, c'est le présent, oui. Aujourd'hui, une vraie allocation d'actifs. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup de clients à l'étranger, aux États-Unis et en Asie, et finalement assez peu en France. Et donc, c'est un appel aujourd'hui. Souscrivez, achetez, venez nous voir. Mais vous, par exemple, l'allocation que vous nous donnez, elle est faite par l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine? Je ne peux pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel. Bah alors, il faut faire ce que vous dites alors. L'allocation d'actifs n'a pas de secret pour celle qui gère l'argent des milliardaires de plus en plus nombreux. Vous êtes content de le nombre de milliardaires? Pascal Sévy, je rappelle d'abord que vous êtes directrice commerciale Banque Privée de Lombardie France. Merci d'être venue. Nombre de milliardaires passé de 2700 à 2900, donc vous avez de plus en plus de boulot. Ça continue d'augmenter et la France n'est pas trop mal placée dans ce classement d'ailleurs. Ouais, mais je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas donner des idées c'est-à-dire à ceux qui nous gouvernent. Ils en ont déjà assez. Une nouvelle taxe. Voilà. Je sais pas si je pense qu'on devrait faire une musique spéciale, un jingle spécial pour lui. Je vais y réfléchir. C'est un monument. Sa parole exprime la rigueur du professeur, la mémoire de l'historien et le franc-parler d'un homme libre. Entre ici, Jean-Marc Daniel. Bonjour. Je m'améliore à chaque fois. Oui, ça devient vraiment très très bon là maintenant. Vous le dites à votre famille, regardez. Oui, bien sûr. Mais on attend maintenant la musique. La musique. Ouais, je vais faire un jingle spécial Jean-Marc Daniel. C'est quand même, il y a droit. Il n'a pas eu le prix Nobel d'économie, donc il a droit à son jingle. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Droit de douane versus IA. 2,9% de croissance dans le monde en 2026 contre 3,2% cette année. Un relèvement des prévisions de la croissance à 2% cette année, 1,7% en 2026 et 2% en 2027 pour les États-Unis. Alors, l'OCDE nous dit, d'un côté, c'est vrai qu'on a eu la crainte en début d'année des droits de douane. Rappelez-vous, un Liberation Day en avril. Puis finalement, c'est pas si grave que ça. Et puis il y a un truc fabuleux, c'est l'IA qui vient compenser les droits de douane. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Et d'autre part, je dois vous avouer qu'à l'issue de cette année 2025, Jean-Marc Daniel, j'arrive pas tout à fait à comprendre si on a une bonne performance économique ou une mauvaise performance économique. Je parle globalement dans le monde, aux États-Unis, en Europe et en France. Alors écoutez, dans le monde, je pense qu'on a une performance économique qui est assez décevante et qui est assez inquiétante par rapport à les perspectives qui s'annoncent. C'est-à-dire que la croissance, normalement, elle est tirée par deux mécanismes, par les pays qui sont à la frontière technologique, qui innovent, donc ça, c'est le discours sur l'innovation et tout ça, et puis par les pays imitateurs, les pays qui rattrapent les autres. Or là, en ce moment,
aussi bien les uns que les autres sont plutôt à la peine. Les pays imitateurs, il y a plus que l'Inde qui a plus de 6% de croissance. Je rappelle qu'au début du siècle, on avait une croissance mondiale qui tournait à 6-7%, avec la Chine, avec l'Inde qui commençait déjà à apparaître. Après, vous avez l'Indonésie qui est le deuxième pays imitateur qui est en train de rentrer dans le jeu et qui va avoir 5,5% de croissance cette année. Donc, les pays imitateurs qui n'ont pas d'efforts particuliers à faire sur le plan de l'imagination, il suffit, encore une fois, de regarder ce qu'on fait. Parce qu'ils sont très en retard. Parce qu'ils sont en retard et parce qu'en plus, ils ont des gains de productivité énormes du fait que c'est le grand déversement d'Alfred Sauvy. On prend des paysans qui sont assez peu productifs pour les mettre dans des usines avec de la nouvelle technologie. Donc là, ça devrait faire énormément de gains de productivité. Alors là, c'est assez décent. Quant aux pays à la frontière technologique, les pays du G6, G7, la locomotive américaine n'est pas aussi percutante qu'on pourrait l'espérer. Certes, il y a la Silicon Valley, et c'est pas. Alors, nous dit l'IA. Mais et alors l'IA, c'est 2/3 de la croissance à peu près américaine, entre les investissements directs qui se révéleront peut-être être que des dépenses, qui vont partir en fumée, et puis une partie qui est liée à l'effet richesse. On parlait du nombre de milliardaires qui a augmenté. Oui, alors l'essentiel, c'est quand même les investissements, et on est dans la phase, là aussi, pour reprendre les propos de Solo, là, c'est la phase où on les voit dans les bureaux, ces appareils. On commence à les voir dans les usines. Donc, la phase suivante, c'est quand on passe de l'apparition de ces nouvelles technologies dans les lieux de production au constat qu'il y a une production qui se fait et il y a une demande qui s'exprime face une amélioration de la productivité. Une amélioration de la productivité. Et pour l'instant, la productivité n'est pas au rendez-vous. Le prix Nobel de cette année, donc Philippe Aghion dit c'est là que ça va se passer, c'est là qu'est l'avenir, parce que c'est l'innovation schumpeterienne, et celui de l'année précédente dit détrompez-vous, c'est une impasse. Vous allez avoir de beaucoup. On nous dit 2% d'augmentation de la productivité, et ça va créer 0,8 à 1% de croissance. C'est faux ? Alors lui, il pense que c'est un leurre, parce qu'il dit que les améliorations sont des améliorations qui sont encore fragiles. Il y a énormément de vérifications à faire sur le traitement de l'information par l'IA. C'est-à-dire que les grandes vagues d'innovation antérieures ont été sur l'énergie, qui était quand même assez facile à utiliser. Là, c'est sur l'information, et donc il y a tout un problème de vérification de la qualité objective de ce que l'on produit, qui va nécessiter beaucoup d'investissements. Et puis il y a le problème de l'électricité. Et derrière, est-ce que massif, est-ce que l'électricité va suivre? Et donc Daron Acemoglu est assez réservé. Donc on est, alors, parmi les économistes théoriques universitaires, tout le monde dit tout a été facile jusqu'en 2008-2009. Depuis 2008-2009, on a une double interrogation. Est-ce qu'il y a encore des politiques économiques qui peuvent répondre aux attentes de la conjoncture? Est-ce qu'il y a encore des investissements qui peuvent répondre aux attentes de la structure? Et donc, pour l'instant, c'est des débats théoriques. Valentine, verre à moitié vide ou verre à moitié plein sur la croissance mondiale, et est-ce que l'IA va nous sauver ou au contraire nous enfoncer? On continue quand même d'avoir une croissance mondiale qui tourne autour de 3%. Alors, c'est pas formidable, mais c'est quand même... C'est pas 5, c'est pas 6, c'est pas 8. Oui, on n'arrête pas 8% au début du siècle. On n'arrête pas de baisser quand même. Parce qu'on a quand même la Chine, par exemple, qui a une croissance qui se normalise, avec une bulle immobilière en Chine qui continue de peser sur la croissance, avec la Chine qui veut quand même aujourd'hui réorienter son modèle économique vers plus de consommation. Qui l'a déjà réorienté. Qui réoriente. Donc, on n'aura plus jamais les chiffres de croissance qu'on avait avant en Chine aujourd'hui. Donc, vous dites verre à moitié plein, vous? Bon, on est sur une croissance aujourd'hui, si on regarde Europe, États-Unis, une croissance qui va tourner autour du potentiel. Donc, ce sont déjà des croissances qui se tiennent. Après, ce qui est intéressant de regarder, surtout aux États-Unis, c'est qu'il y a une fragmentation quand même qui est extrêmement forte dans l'économie, avec le secteur avec les investissements dans l'IA et les ménages les plus riches qui portent la croissance. On a toute une partie. L'économie en cas. Exactement. On a toute une partie de l'économie américaine, pour moi, qui est d'une certaine façon en récession. Le secteur manufacturier est globalement et souffre. Si on regarde les petites entreprises aujourd'hui, aux États-Unis, elles portent le poids des taux d'intérêt élevés. Si on regarde les derniers chiffres de l'emploi, ils indiquent très très clairement que l'emploi recule pour les petites entreprises. L'immobilier résidentiel aux États-Unis est totalement à l'arrêt. Donc il y a une partie de l'économie qui se tient bien, mais une autre partie qui souffre. Mais globalement, moi, je ne serais pas pour l'année prochaine aussi négatif que ça, parce qu'on a des banques centrales, notamment la Fed, qui va baisser ses taux, et on garde des politiques budgétaires expansionnistes. Donc ça, c'est quand même... Bon, on n'est plus sur les mêmes chiffres de croissance qu'avant, mais si on regarde, nous, pour les marchés, ce qui nous intéresse pour l'année prochaine, c'est quand même une croissance qui tient. Pascal ? Nous, on partage cette opinion. On ne voit pas aucune contraction, en fait, dans les principaux pays. Okay. Donc, on voit plutôt le verre à moitié plein à ce niveau-là. En revanche, pour faire un parallèle entre l'IA et les droits de douane,
Moi, j'estime que tout ce qui est en train de se passer dans l'IA, on verra bien si, en effet, ce que disait Jean-Marc, comme de paille ouvrait révolution, mais c'est un effet qui va durer sur le long terme. Quand on fait toutes nos perspectives et qu'on regarde notamment pour l'année prochaine, ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est que les droits de douane qui étaient portés en partie par les entreprises, en partie par les consommateurs, devraient être encore plus portés par les consommateurs l'année prochaine. Et jusqu'à preuve du contraire, même si l'IA est importante, la consommation, ça reste le moteur de l'économie américaine en grande majorité. Donc une consommation en berne, et pour rejoindre aussi ce que disait Valentine, pour le coup, ça peut quand même faire une économie américaine qui va être faiblement contributrice au niveau de la croissance mondiale. Et l'Europe, excusez-moi, est stable en effet, mais c'est pas de là non plus qu'on va avoir de la croissance spectaculaire, ni de la Chine qui est en train aussi d'atterrir. Enfin, je sais pas, elle décolle, elle atterrit, mais globalement, on reste sur des taux aux alentours des 4 et quelques. Donc c'est très très modéré tout ça. En revanche, la bonne nouvelle, c'est pas de récession dans les pays majeurs et des politiques budgétaires en effet expansionnistes et monétaires qui soutiennent plutôt. Jean-Marc, moi je cite souvent le ratio entre la croissance et le déficit public. Ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que quand on regarde le rapport entre le déficit public en France et la croissance, c'est un rapport de 1 à 8. Quand on regarde aux États-Unis, c'est un rapport de 1 à 6 ou 1 à 3. Enfin, ça dépend des agrégats qu'on prend. Est-ce que d'un point de vue académique, ce ratio fait sens ou pas du tout? Non seulement il fait sens, mais ça a été même le cœur du raisonnement des économistes pendant des années. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le keynésianisme, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y avait un effet multiplicateur, voilà. Que quand l'État dépensait, il y avait un effet multiplicateur, voilà. Parce que il était sûr de l'utilisation des fonds qu'on lui confiait, alors que quand vous confiez de l'argent à des acteurs privés, il peut y avoir des mécanismes de thésaurisation, des mécanismes de ralentissement de la dépense et tout ça. Donc il y avait l'idée que l'État, avec le déficit budgétaire, avait un outil pour garantir de la croissance économique. Multiplicateur. Il y avait un multiplicateur. Et donc, mais dès les années 70, après la récession de 1975, on s'est aperçu que ça marchait pas aussi bien qu'on l'espérait. Donc il y a eu donc la mutation vers la politique monétaire en disant, mais ça marche si les taux d'intérêt sont bas, parce que ça permet à l'État d'aller très très loin dans son déficit. C'est le statut de la Fed. Le statut de la Fed, ce qui est important, c'est pas de dire qu'elle est là pour lutter contre l'inflation ou pour lutter contre le chômage. Tout le monde sait que c'est fictif. Elle est là pour avoir les taux d'intérêt les plus bas possibles, pour permettre à l'État de faire énormément de déficit budgétaire sans qu'il y ait des conséquences trop négatives sur l'avenir. Mais ça marche de moins en moins bien. Et alors, ça marche de moins en moins bien. C'est ça quand même. Et ça marche de moins en moins bien pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup de la demande ainsi générée part en exportation, voilà. Enfin en importation, plus exactement, donc en exportation des autres. D'où la réaction des gens qui sont autour de Trump, qui disent, avec votre politique budgétaire, notre déficit budgétaire, on fait la croissance de la Chine et avant de l'Allemagne et du Japon. Et ça marche de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des effets ricardiens, c'est-à-dire les gens sont de plus en plus inquiets, et on le voit pas mal aux États-Unis, face effectivement à cette masse de dettes publiques qui sont accumulées. Avec cette situation qui est aberrante, c'est que le pays qui est censé être le plus riche, le plus développé, le pays qui est à la frontière technologique, représente à peu près entre 1/5 et 1/4 de la production mondiale et 45% de la dette publique mondiale. C'est-à-dire que c'est lui qui s'endette, c'est lui et il n'arrive pas à générer de la croissance. Purement académique, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, s'il n'y avait pas... Valentine parlait des banques centrales, mais moi je parle aussi du déficit, c'est-à-dire on n'est plus capable de produire de la croissance sans aide massive? Mais normalement, la croissance sans aide massive, c'est la croissance qui est liée à la productivité. Et il y a deux mécanismes qui expliquent sur le long terme la croissance. C'est les gains de productivité liés aux innovations technologiques et les gains de productivité liés au fait qu'on fait basculer des populations de secteurs structurellement, historiquement peu productifs vers des secteurs très productifs. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que ce qui a fait la croissance au 19e et au 20e siècle, c'était des exodes ruraux. C'est-à-dire quand on a sorti des paysans de la campagne anglaise pour en faire des citoyens américains et des ouvriers à Manchester, ça fait de la croissance. Et donc là maintenant, ce que disent un certain nombre d'économistes, c'est l'exode rural de la Chine qui doit se continuer, mais surtout de l'Inde. Et du continent indien, il y a une masse de paysans encore au Pakistan et au Bangladesh et en Afrique. Le problème, c'est que cet exode rural est beaucoup moins efficace, là aussi, qu'on ne l'espérait. Les gens se retrouvent effectivement... Donc pas de croissance sans aide monétaire, et pas de croissance sans déficit, et une croissance de plus en plus faible malgré une aide de plus en plus élevée. Avec une accumulation de dettes de plus en plus lourde pour arriver à avoir des taux de croissance qui sont de plus en plus décevants. Alain ? Moi, je pense qu'on va avoir une économie telle qu'elle est aujourd'hui tant qu'on n'aura pas fini la transition énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a
un arrêt dans l'investissement autour du pétrole et n'a pas encore pris le relais toutes les autres énergies qui vont aider aussi à faire des gains de productivité. C'est-à-dire que ce que vous évoquez sur le 19e siècle, c'est aussi accès à de l'énergie meilleur marché. Ah oui, c'est le charbon et le paysan. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, c'est faire la même chose avec le solaire. On est d'accord là-dessus, je pense, qui est en train de changer complètement la donne. Là-dessus. Et là, vous pensez qu'on a une poche de croissance avec ça ? Énorme. Vous y croyez, ça, Jean-Marc ? Ah oui, je pense que le 19e siècle, c'était le charbon et le paysan anglais. Si on veut avoir de la croissance, maintenant, c'est effectivement le solaire et le paysan indien. Allez, on passe tout de suite à la question. Le solaire et le paysan indien. Qu'est-ce qu'on dit dans cette émission ? C'est-à-dire, je n'ai même pas réagi. La question. L'avenir du monde tient au solaire et aux paysans indiens. La question macro. C'est pas du mépris pour le paysan indien, au contraire, j'attends beaucoup de lui. La question macro, est-ce que le cycle de baisse des taux est terminé ? Mesdames, messieurs, l'année 2025 a été une baisse des taux, des centaines de baisses des taux dans le monde, et on commence à dire, finalement, ça va s'arrêter. La BCE, elle a l'air de vouloir s'arrêter, ce qui est plutôt bon signe, puisqu'elle n'y comprend rien. Aux États-Unis, on parle d'une baisse des taux, ou 2 ou 3 l'année prochaine, mais il n'y a plus tellement ces discussions sur les jumbo cuts. Moi, je vous donne le spoiler, je pense que les baisses des taux ne sont pas du tout terminées. Vous, Valentine ? Moi, je suis persuadé que l'année prochaine, les banques centrales vont continuer de baisser les taux. Bon, la Fed, c'est largement quand même anticipé par le marché. On est ouais, mais pas les jumbo cuts à partir de mai. Oui, mais le marché, il est sur 4 baisses de taux aujourd'hui. Okay. Donc, c'est quand même largement. Après, la question qui se pose vraiment aujourd'hui, c'est sur la BCE, où le marché, depuis cet été, reste convaincu que la BCE ne va plus baisser ses taux et qu'elle va les maintenir autour de 2%. Et là, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est bien. Moi aussi. Parce qu'il y a un vrai risque de retour, pour moi, des pressions désinflationnistes. Si on regarde la dynamique sur les salaires ralentissent, il y a de plus en plus d'importations de produits chinois, et les niveaux de taux réels, les niveaux de taux sont beaucoup trop élevés pour des pays comme l'Italie et la France. Alors ça, on parle des taux courts, mais sur les taux longs, sur les taux longs, ça s'arrange pas. Vous avez vu ce qui se passe au Japon, il y a de plus en plus de dettes, donc ça veut dire des taux courts plus bas, mais des taux longs qui vont continuer à rester hauts. Ça rejoint un peu les débats précédents. C'est qu'on est aujourd'hui dans le débat qu'on avait dans le couloir ou non, les débats qu'on avait sur le paysan indien. Sur le paysan indien, où on avait des montagnes de dettes aujourd'hui qu'on finançait par la croissance, et aujourd'hui on a des investisseurs quand même qui s'interrogent sur comment est-ce qu'on va continuer de financer ces montagnes de dettes et qui demandent plus de rendement pour aller acheter de la dette sur des maturités longues. Donc ça rejoint ce débat. Donc ce qu'on voit vraiment, ce mouvement très intéressant cette année, c'est qu'on a les banques centrales qui baissent leurs taux, mais les taux longs qui restent élevés. Ça, c'est pour moi. Ça va continuer l'année prochaine. Et ça va continuer tant qu'on aura du mal tant qu'on va continuer à financer de la croissance avec beaucoup de dettes. Alain, le sujet. Vous allez dire que le sujet, l'avenir des taux, c'est l'éolien, non ? Non, pas. Ça va. Bref. Non, je crois que le sujet clé, c'est la fin de l'indépendance de la Fed, qui est quand même quelque chose qui a l'air d'être bien engagé. Et je crois que ce qui change et là où l'Europe va être vraiment très coincée, c'est que on a la Chine, les États-Unis et le Japon qui ont une coordination totale entre les gouvernements, la politique budgétaire, le Trésor, la Fed, etc., qui travaillent vraiment ensemble. Ce qu'on n'avait pas forcément aux États-Unis, ce qu'on va. Il n'y a plus d'indépendance. En fait. Non, mais ça, de toute façon, c'est plus l'enjeu. Et alors le problème, c'est que nous, les Européens vont se retrouver à regarder les balles passer avec une banque centrale indépendante et des politiques gouvernementales économiques complètement désordonnées. Donc on ne peut pas arriver à faire la compétition avec des blocs qui sont aussi structurés, parce que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça change complètement la donne par rapport à ça. Pascal, taux plus bas l'année prochaine ? Taux court, taux long ? La Fed, oui, clairement, on voit 3 baisses de taux, dont une dès la semaine prochaine, et probablement une pause au premier semestre et de nouveau des baisses de taux. En effet, c'est dans les cours. Malgré tout, ça peut être dans les cours, mais on estime quand même que ça peut avoir un impact pour affaiblir encore un peu plus le dollar, puisque le différentiel, en fait, va se combler petit à petit dans le rendement. En effet, Powell termine en mai, si ma mémoire est bonne. Donc, à voir ce qui va se passer. Merci. À voir ce qui va se passer derrière, qui va le remplacer, sujet de l'indépendance. En revanche, sur la BCE, on voit quand même une stabilité et pas encore de baisse de taux. Stabilité aberrante compte tenu du fait qu'on n'a pas de croissance et qu'on n'a pas d'inflation. Par rapport à ce qu'on disait avant, justement, l'Europe, c'est pas le moteur de croissance, clairement. Maintenant, il y a quand même des plans qui ont été enclenchés. Voyons s'ils vont porter leurs fruits, notamment les plans allemands, le plan de réarmement, etc. Et si ça a un impact. Mais moi, de ce que j'ai observé de la BCE depuis des années, je vois plutôt un statu quo qu'une prise de décision. Malheureusement. Jean-Marc, quand on regarde ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que ce monde qui n'arrive pas à créer de la croissance, sauf à faire du déficit,
ça veut dire quand même que même si on baisse les taux longs, les taux courts vont être toujours à des niveaux élevés ou pas? Alors, les taux courts, c'est des taux qui sont plus ou moins administrés. Effectivement, on est dans une phase où les banques centrales ne savent pas très bien à quoi elles servent. C'est-à-dire qu'une banque centrale du 19e siècle, vous lui auriez parlé d'inflation, ils auraient dit mais de quoi on parle? Elle n'était pas là pour lutter contre l'inflation. Une banque centrale des années 1970, vous lui dites inflation, elle dit c'est ma mission, je suis là, je m'en occupe. Circuler, il n'y a rien à voir. Paul Volcker. Voilà, si vous avez Paul Volcker et ensuite Greenspan, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, donc dégagez, je suis avec ma dette, tout va bien. Sauf qu'il n'y a plus d'inflation et il n'y a pas eu de retour de l'inflation, c'était une de mes obsessions et je maintiens et je persiste et signe. Valentine nous dit il y a encore un peu d'inflation, il y a de l'inflation à 3% aux États-Unis, non? Non, c'est pas de l'inflation de façon structurelle. Voilà. On voit une inflation revenir à 2% en 2025. Vous dites le contraire de ce que vous m'avez toujours dit dans les émissions. Pas du tout. Vous avez peur de Jean-Marc Daniel, en fait. Pas du tout. Il y a de l'inflation, ça veut dire que l'inflation reste sur 3% sur plusieurs années. Non, là, ce qu'on attend, c'est que la hausse de l'inflation sera transitoire. Et voilà. Et donc, voilà, exactement. Voilà, tout le monde est d'accord. Pas d'inflation. Il n'y a pas de pression des inflationnistes en zone euro. Et en plus, au niveau mondial, le paysan indien, il fait pression sur les prix. Oui, bien sûr. Et donc, il fait tout. Il fait tout. Il génère plutôt une dynamique de déflation qu'une dynamique d'inflation. Donc, le problème, c'est à quoi servent les banques centrales? C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elles servent à rien. Donc, elles servent effectivement maintenant de garant aux États. Donc, on l'a bien dit, elles sont de plus en plus liées au Trésor. Elles sont là pour dire, écoutez, continuez à faire de la dette publique pour soutenir l'activité, mais n'allez pas trop loin quand même. Donc, de bras de fer. Ça, c'est les taux courts administrés. Oui. On a bien compris. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne peut pas faire de croissance sans déficit. Le déficit, c'est de la dette. Il y a de plus en plus de dettes. On l'a vu au Japon, un pays où les taux étaient à zéro. Il y a eu une envolée sur les taux longs. Certes, au niveau japonais, mais c'est 2%, c'est pas rien quand même au Japon. Qu'est-ce qu'on attend sur les taux longs? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où d'un côté, vous avez ce que vous décrivez, il n'y a pas d'inflation, donc ça devrait peser à la baisse sur les taux d'intérêt. Et puis de l'autre côté, vous avez ces besoins de financement qui sont gigantesques. Oui, mais l'enjeu à partir de ce moment-là, de le rapport entre la Banque centrale et le Trésor et l'État, ce n'est plus le taux d'intérêt, c'est le volume de dette publique que la Banque centrale est disposée à acheter. Okay. Ce qui fait monter les taux au Japon, c'est qu'à un moment donné, la Banque centrale du Japon a dit on arrive à des niveaux tels maintenant, d'après les projections, on va avoir une dette publique qui est déjà à 250% et qui pourrait aller à la fin du siècle à 600% du PIB. Qu'est-ce que ça signifie, une dette publique qui représente 600% du PIB? Donc la Banque centrale a dit, écoutez, il faut quand même reprendre la situation en main. Et d'ailleurs, quand vous regardez le discours de politique générale de la nouvelle première ministre au Japon, elle a eu un discours assez contradictoire en disant je vais faire un plan de relance, mais je vais réduire la dette. Donc je ne sais pas très bien comment elle va articuler les deux. Mais il y a donc un moment où effectivement, l'enjeu, ça va être pour les banques centrales et pour les États, de considérer que la position qu'ils ont adoptée depuis 2009, de faire de la dette publique le vecteur de la croissance, est une position qui ne peut pas être tenue durablement et que maintenant il faut... Il n'y a pas d'autre solution, Jean-Marc? Non, la seule solution, ce serait effectivement d'avoir des gains de productivité, ça ne regrette pas. Okay. Et la deuxième solution, c'est d'augmenter la quantité de travail. Oui, d'accord. Et donc, c'est ce que font certains pays. Hein. Oui. Je rappelle qu'en Corée, on est passé à 52 heures de durée hebdomadaire du travail. Ouais. C'est-à-dire que, alors quand on dit avec ça... une bourse qui fait plus de 70% sur l'année. Quand on dit ça en France, les gens vous demandent si c'est la durée hebdomadaire ou mensuelle. En France, c'est mensuel. En Corée, c'est hebdomadaire. Est-ce que vous nous dites que... Attendez, donc, vous qui défendez l'idée qu'il n'y a pas d'inflation, je vous répète la question. Est-ce que compte tenu du fait qu'on a des dettes qui s'envolent, les taux d'intérêt à long terme, qui sont déterminants pour notre argent, c'est déterminant pour tous les placements, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser? Alors écoutez, je ne suis pas Madame Irma, donc si je ne peux pas vous répondre, la condition c'est de savoir quelle est la part de dette publique que les banques centrales sont prêtes à détenir. D'accord. Et donc là, ce qui se passe au Japon, c'est que la Banque centrale a mis le haut là. Ce qui passe en Europe, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les intentions de la Banque centrale, même si elle a annoncé qu'elle considérait qu'elle... Oui, c'est probable, oui. Qu'elle considérait qu'on avait atteint plafond et qu'il fallait en rester là. Le bras de fer qu'il y a maintenant entre la Banque centrale des États-Unis et les États-Unis et le gouvernement, c'est effectivement que ce qu'attend du nouveau gouverneur, de celui qui va arriver au printemps prochain, c'est qu'il achète systématiquement la dette publique. Ils ont commencé. Ils vont le faire, et surtout sur les dettes de maturité à moins d'un an. L'année prochaine, ils rachètent en gros la moitié des émissions de dette à moins d'un an. Vous n'avez toujours pas répondu. Valentine a répondu, vous n'avez pas répondu à la question. Les taux d'intérêt à long terme vont baisser ou monter? Mais je vous ai dit,
je ne suis pas Madame Amir, mais je ne peux pas savoir parce qu'il faudrait. Mais vous savez tout. Oui, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment fonctionne une banque centrale, puisque si je comprends ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'est mal exprimée. Après, il y a un vrai risque, c'est si la Fed perd en crédibilité, c'est de voir les anticipations d'inflation de long terme remonter. Aujourd'hui, les investisseurs sont très confiants que la Fed va faire son travail et va ramener à moyen terme une inflation à 2%. Donc s'il y a un danger, si on commence à ne plus croire que la Fed va faire son travail sur l'inflation, ça veut dire des taux longs beaucoup plus hauts. Sachant que, encore une fois, pour moi, la Fed n'a aucun impact sur l'inflation, c'est le paysan indien qui va déterminer l'inflation. Mais ça, on avait parce bien que c'est lui qui fait baisser les coûts. Et le solaire. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler uniquement du paysan indien, de son impact sur la bourse, sur le top 3 des géants, sur les actions à acheter ou vendre. Avec un peu de solaire, on va y arriver. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. On se retrouve avec Jean-Marc Daniel, Pascal Sévy, avec Alain Pitou et avec Valentine Henous pour une spéciale donc paysan indien. Parce qu'on est passé de Mumbai aux paysans indiens. Et je voulais quand même. C'est lui qui va passer de la campagne à Mumbai. Bien sûr, j'ai bien compris. J'ai tout compris sur le paysan. Ça y est, je suis incollable ce week-end. On pourra me poser n'importe quelle question sur les paysans indiens. Je serai au point. Avant de parler de paysans indiens et avant de parler de marché, j'aurais voulu qu'on reparle de cette décision donc de Trump, les $1000. Il va distribuer $1000 à tous les enfants nés entre le 1er janvier 2025 et 31 décembre 2028 pour relancer la natalité. Bon, ça, oublions, il n'y a aucune chance. Et pour développer la culture de l'épargne et de l'investissement. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Alain Pitou, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça génial aussi. J'adore cette histoire. Et alors, ouais. Et en plus, il dit il faut investir. Enfin, ils disent il faut investir dans des ETF, c'est-à-dire des trucs très pointus. Et puis, en plus, c'est un réceptacle fiscal. Donc, Dell a mis 6,5 milliards là-dedans avec 250 dollars par petit enfant. Et alors, on pourrait dire. Ça aussi, c'est incroyable. De manière vous dites ça rapidement, mais c'est incroyable. Oui, c'est un milliardaire qui dit moi, je vais filer 250 dollars aux petits Américains pour qu'ils apprennent l'investissement. Alors après, vous me direz, on donne 1000 dollars et en face, il a à peu près le même petit enfant, à peu près 50 000 dollars de dette. Ouais. Déjà, donc, ça peut peut-être permettre de compenser, mais ça sera probablement pas suffisant. Mais sur le côté pédagogique et sur le côté rêve américain aussi quand même, évidemment, qui est de dire vous participez à la croissance de l'économie américaine. Et goût du risque aussi. Oui, c'est ça. En investissant dans les actions, c'est superbe. Alors après, c'est du Trump, on ne sait pas trop comment ça va se passer, etc. Mais enfin, mais l'idée est bonne. L'idée est assez. Valentine. Elle est excellente. La moitié les Américains ont la moitié de leurs actifs financiers dans des actions. On est loin d'avoir ces ratios en Europe et c'est un vrai sujet. Donc l'idée est excellente, oui. Jean-Marc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'en pense beaucoup de mal. De quoi il se mêle? Il a déjà 1900 milliards de déficit budgétaire, donc il s'occupe de bien gérer l'État avant de donner des conseils aux gens pour qu'ils gèrent leur fortune. Il ne donne pas des conseils, il pousse les gens à mieux investir. Non, vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Vous ne trouvez pas qu'en France, par exemple, si on avait des jeunes ou des enfants qui avaient la culture, qui commençaient à avoir la culture de l'investissement, la culture du risque, parce qu'on investit dans des entreprises, avec des hauts, avec des... Vous ne pensez pas que ça changerait la donne à la base? En France, oui. Mais on peut leur donner la culture, mais on n'est pas obligé de donner comme ça de l'argent qu'on n'a pas, sur des bases qui soient assez fragiles, $1000 par-ci. Donc vous, ce qui vous gêne, c'est que ça soit financé par le déficit? Que ce soit financé par le déficit et que ce soit l'État qui se mêle de nous dire, voilà, si vous n'êtes pas assez cultivé, on va s'en occuper. C'est une réalité. Et par exemple, l'État ici se mêle de tout. Pourquoi il ne se mêlerait pas de, pour une fois, faire qu'un jour, il y ait des députés qui aient des actions dans leur portefeuille? Il vaut mieux qu'il arrête de se mêler de tout. C'est ce que disait Benjamin Constant, qu'il se contente d'être juste et nous ferons l'effort d'être heureux. Donc il arrête de nous emmerder, de nous dire ce qu'il faut qu'on fasse et tout ça, aux États-Unis comme en France. Moi, je pense que l'éducation financière, alors après on bosse là-dessus toute la journée. Oui, qu'il y ait l'éducation financière, mais là aussi, est-ce que c'est à l'État de la faire Mais qui va la faire? C'est pas l'université, c'est pas... Justement, il faudrait se poser la question pourquoi l'université ne le fait pas. C'est pas la télévision publique, c'est pas... non, je suis d'accord, puisque la télévision publique ne le fait pas, pourquoi elle est encore publique? Puis on ratisse large, là, c'est tout. Là, on y va, là, on se lâche. Pourquoi la télévision? Allez, on est passé, là, on va voir. Vous la faites, l'éducation financière dans cette vous la faites, l'éducation financière? Ouais, mais on l'a fait à des gens qui vont déjà sur BFM Business. Moi, ce que je veux faire, c'est commencer à l'école. Il y a de plus en plus de jeunes qui regardent votre émission. J'ai des statistiques. Ouais, mais à l'école, il faut que les gens apprennent la culture du risque. Moi, à notre époque, mais pas avec $1000 pris sur mes impôts. Pas avec $1000 pris sur vos impôts, mais par contre pris sur l'argent de Michael Dell. Ça, c'est bien, ça.
Oh, mais il fait ce qu'il veut de son argent. Donc on pourrait appeler, nous, ici, tous les milliardaires français à créer des comptes pour les jeunes, pour que petit à petit ils deviennent actionnaires. On peut lancer cet appel. Mais lancer cet appel, il n'y a aucun problème. Pascal, on lance cet appel, vous qui connaissez tous les milliardaires, vous pouvez leur dire, vas-y, balance 1 milliard, toi 1 milliard, 3 milliards, on arrive à 10 milliards et on peut avoir des comptes d'investissement pour enfants. Je pense qu'avant de faire ça, il faudrait juste changer un peu la culture, parce que vous parlez de l'éducation financière. Non, mais aux États-Unis, ils ont une culture sur la capitalisation, la retraite par capitalisation. C'est comme ça qu'on va la changer. Mais déjà, commençons à changer la mentalité de se dire que l'État fait tout par répartition et qu'on pense capitalisation. Oui, mais la mentalité, c'est là-dedans encore. On le voit bien, elle se change à l'école. Il faut démarrer très tôt. C'est-à-dire que si un gosse sait qu'il a 1000 € sur un compte, il va commencer à suivre un peu plus les marchés, suivre les actions. Dans ce cas-là, il faut vraiment router l'épargne, comme on a essayé de le faire plusieurs fois avec plein de formules qui n'ont pas toujours fonctionné. On dit ça. Ça n'a pas été des. D'accord, attendez, le PEA, ça marche très bien. Oui. D'accord, l'assurance vie, ça marche très bien. Oui, mais ça roule le pas. PER, c'est un carton. Pas forcément dans l'économie réelle. C'est pas vrai, les unités de compte. Non, mais tout le monde dit ça. Il y a beaucoup d'unités de compte. Il y a une culture à changer. Pas tous en même temps. Le fonds euro, c'est quand même 15% en actions, donc c'est quand même pas. Et à côté de ça, la collecte, par exemple, cette année sur l'assurance vie, se fait massivement sur les unités de compte. Oui, mais combien on thésaurise à côté? Combien il y a d'argent sous les matelas? Combien il y a d'argent? Il faut bien démarrer quelque part. Oui, il faut arrêter cette défiance pour qu'on arrive à ce résultat. Jean-Marc. Oui, non, dans le pays, la France manque d'épargne et de travail. Et je pense que les deux... Et de culture d'investissement. Oui, mais enfin, les deux vont de pair. Si on commence par expliquer aux gens qu'il faudra travailler plus, c'est déjà un effort important. Je pense que s'il y a de l'argent à mettre dans un effort d'information, c'est aussi dire aux gens que la retraite à 62 ans, c'est pas une aberration. Alors, ce qu'on vous aberration, en ce sens qu'elle devrait être à 64 ou à 67 ans. Je rejoins Pascal, ça va de pair avec dès qu'on est jeune, il faut investir, il faut avoir une capacité à prendre du risque, et ça fait partie de l'histoire de cette culture pour avoir une retraite. Cette culture de pionnier qu'on a quelques décennies après. Jean-Marc, il nous manque cet état d'esprit. Allez-y. Oui, il ne faut pas se faire d'illusions. Entre la capitalisation et la répartition, il y a la même chose, c'est une ponction sur une production. Donc le véritable enjeu, c'est la production, c'est pas la façon dont on produit. Je comprends. C'est la quantité dont on produit. Je sais que ça, et pour produire, il faut travailler. Ça, c'est votre cheval de bataille. Maintenant, vendredi matin, sur BFM Business, il y a eu beaucoup de papiers sur les annonces qui sont faites quand même, de diminution d'emplois potentiels par l'IA. Je sais que vous y croyez pas trop, mais c'est quand même une réalité qui commence à toucher. On voit aux États-Unis les diplômés de grandes écoles qui ont du mal à trouver un premier job. Peut-être qu'à un moment, on aura envie de travailler plus, mais on ne pourra pas. Si. Alors, il s'agit de travailler plus et de travailler mieux. La productivité, l'IA, tout ça, c'est travailler mieux. Mais encore si elle nous remplace, l'IA, on ne pourra pas travailler plus. Oui, non, ça d'accord, mais ça, c'est pas pour demain. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce dont nous manquons, c'est de travail. Okay. Et donc, une fois que l'IA sera installée, d'accord, effectivement, la quantité de travail sera appelée à diminuer. Mais pour l'instant, on pourra moins travailler. Oui, absolument. Ce qui est intéressant aussi dans cette capacité à prendre du risque, c'est le fait de la retraite par capitalisation. On peut accumuler un capital qui permet d'investir et d'avoir des gains de productivité. Absolument. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Surtout qu'il ne faut pas parler en France, on a décidé de ne plus parler de retraite par capitalisation, mais de retraite par l'épargne, parce que le mot capitalisation... Bon, alors retraite par l'épargne... À BFM Business, on a décidé de passer à la retraite par l'épargne. L'idée, c'est de pouvoir construire un capital et d'utiliser ce capital pour investir. Allez, les marchés cette semaine, ils ont absolument rien fait. Il faut dire qu'il y avait Thanksgiving, ça n'a pas beaucoup bougé. On était quasiment à zéro ou presque. Bon, par contre, depuis le début de l'année, on a des chiffres qui sont importants. Ce que je ferai peut-être la semaine prochaine, c'est que je donnerai quand même les indices en euros, parce que quand on regarde les indices en euros, on s'aperçoit que le Nasdaq en euros, même s'il est au-dessus de 20%, Pascal, je parle sous votre contrôle, mais on perd 13 ou 14% avec le dollar. Sur le S&P, je crois qu'on est quasiment à 0 plus, ou 2-3%. Votre travail, il est très dur en termes d'allocation aujourd'hui, non? Parce que quand on dit, aujourd'hui, on a envie de se dire, comme tous, c'est la tech, les États-Unis, il faut y être. Puis votre client, il voit que le marché a fait 20% et il voit que sur ses papiers, lui, en base euro, il n'a pas fait ça. Nous, on a ça, en tout cas.
c'est compliqué. Oui, mais à l'inverse, quand le dollar avait beaucoup monté, ce qui a été le cas les dernières années, il en profitait dans l'autre sens. Et je rappelle quand même toujours une chose, il y a la performance depuis le début de l'année, donc on prend le départ au 1er janvier. Nous, on a beaucoup de clients qui ont acheté du dollar à 1,40. Donc ils sont largement gagnants aujourd'hui, même sur un dollar à 1,15, 1,16. D'accord. Vous, la bourse, quand vous parlez avec vos clients, vous leur dites quoi? Prudence, on met le pied sur le frein ou au contraire, à fond sur l'accélérateur? Alors déjà juste, comme la semaine n'a pas été terrible, je vais vous remonter un peu le moral. Déjà sur la fin de l'année 2025, il y a une petite statistique qui montre que depuis, sur une assez longue période, quand on a été positif à fin novembre, dans 80% des cas, il y a eu un rallye de fin d'année autour de 3%. Donc espérons qu'on n'est pas dans les autres 20% et que le marché va continuer sa progression quand même pour terminer l'année plutôt en beauté. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est un marché qui a encore beaucoup été tiré par la tech en effet cette année. Nous, ce qu'on dit sur l'année prochaine, c'est qu'on continue de croire aux actions, que ça devrait continuer de monter. En revanche, on élargit grandement le spectre de ce qu'on va aller regarder, notamment au niveau sectoriel. Ce qui va nous intéresser, c'est des secteurs qui sont tirés par des vraies tendances structurelles avec des croissances visibles. Donc on est plutôt sur des secteurs, je vais vous donner quelques exemples, mais plutôt défensifs. Et on fait très attention à la valorisation. On a nettement réduit nos positions sur tout ce qui était valorisation excessive. Donc les secteurs qui répondent pas trop mal à ça, la santé notamment, qui sont aussi des gros distributeurs souvent de dividendes et des secteurs qui sont en grande mouvance aujourd'hui, les matériaux et les services publics qui jouent notamment beaucoup, je vais faire plaisir à Alain, l'électrification, tout le charbon. Alors pas le charbon, ah bon? Mais en tout cas c'est ça qu'on va regarder. Donc c'est élargissement du spectre. C'est fini, charbon? On continue d'aimer les actions, mais on fait attention à où on investit. On verra tout à l'heure les allocations. Juste Alain, votre sentiment sur la bourse? Alors sur la bourse, moi effectivement, je pense qu'on va avoir une fin d'année. Bon, il reste 15 séances à partir d'aujourd'hui vendredi, donc 15 séances jusqu'à la fin d'année, donc bon, on va dire que l'année est quasiment terminée. J'ai l'impression qu'on va anticiper très fortement le changement de gouvernance à la Fed et qu'à un moment donné, ça va faire un effet d'appel d'air comme ça qui va être anticipé, c'est-à-dire qu'au moment où ça va arriver, ça va s'arrêter. Et je pense qu'on va avoir une année comme ça, c'est-à-dire un peu d'exagération par moment et vraiment des ralentissements. Et je pense que ça doit un peu changer le mode de gestion qu'on doit avoir en termes d'allocation, c'est-à-dire qu'avant, on avait tendance à vraiment pas mal se diversifier, se laisser porter. Je pense que là, il va falloir adopter pratiquement des techniques de trader, c'est-à-dire parfois couper les positions quand ça va assez mal, parce que ça peut aller assez loin. Non, pas forcément. C'est les prises de profit régulières. Et puis de temps en temps, puis pas se laisser embringuer dans des mouvements qui peuvent être de 10-15% sur les indices. Ramener sur les valeurs, ça peut faire très mal. On voit ce qui s'est passé au mois de novembre. C'est les valeurs qui étaient effectivement pas très rentables ont pris du moins 30, moins 40 en un mois. C'est-à-dire que les grandes valeurs sont passées à peu près au travers, on le voit dans les indices. Par contre, quand on élargit le spectre et quand on regarde sur ces valeurs, des valeurs un peu sensibles à l'économie et qui étaient pas forcément très rentables, celles-là, elles sont prises à moins 50. Mais c'est un marché qui est pricé pour la perfection. Oui, tout à fait. Jean-Marc Daniel, vous qui avez vécu l'explosion de la bulle de la tulipe, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a une bulle en bourse, ou est-ce que vous en foutez complètement? Ah oui, vous m'aviez déjà posé la question la dernière fois que j'étais sur ce plateau, et je vous avais dit que effectivement, ma réponse était je m'en fous complètement. Donc, ça, je voulais juste savoir si vous allez changer d'avis. Je maintiens. Vous ne voulez pas nous dire s'il y a une bulle ou pas, vous en foutez? Après, je pense que par rapport à la bulle, je pense que ce qui est important, c'est de voir qu'en 3 ans, les 3 ans de ChatGPT ont mené à 24 000 milliards de progression d'actifs mondial. Ah, c'est beau ce chiffre. C'est pas mal, oui. Par jour, on est en centaines de millions par jour, presque de milliards par jour de progression. Donc, si jamais il y avait un ralentissement et une réappréciation de ces perspectives de gains sur l'IA, les 24 000 milliards, s'ils s'évaporent, ça pourrait quand même faire un petit peu de tension. Maintenant, vous êtes devenu meilleur depuis que vous êtes chez IA Forum. Allez, on passe. Non, vous en foutez, vous. Oui, mais quand une bulle explose, c'est un transfert. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. C'est ce que disait Maurice Allais. Il disait, écoutez, l'investisseur avisé, c'est celui qui vend au bon moment. Un spéculateur stupide, c'est celui qui achète à ce moment-là. Bon, on va garder cette phrase-là. Très rapidement, puisque j'ai 2 spécialistes de l'allocation, vous pouvez nous donner vos allocations. Alain, vous voulez commencer? Allez. Alors moi, cette fois-ci, dans l'esprit justement d'essayer de surfer sur la vague qui arrive, je rajoute 10% d'actions en allant... alors je rejoins un peu ce que tu faisais, Pascal, c'est-à-dire d'élargir le spectre par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire
C'est-à-dire dans mon allocation, j'ai peu d'États-Unis, en fait j'ai juste de la santé. Et là je rajoute 5% de Brésil et 5% de Canada. Et l'Inde? Non, je pense que l'Inde, le problème de l'Inde, c'est la roupie. Donc, si on ramène ça pour un investisseur, c'est pas évident. Et donc, voilà, je rajoute ça en prenant sur la poche taux dollar qui était en position aujourd'hui, en position d'attente, et j'utilise ça. Donc, vous repartez un peu en risque. Voilà, pour les débuts d'année. Et puis, si ça tourne mal, j'hésiterai pas à couper de manière. Donc, vous m'appellerez. Même la nuit, vous pouvez m'appeler la nuit. En fait, ce que je ferais, c'est que je le mettrais sur Twitter comme je le fais. Allez, faites-le. Alors, je vais vous donner l'occasion d'un équilibré, mais je voudrais faire un zoom très rapide sur 2 investissements que je trouve intéressants. L'équilibré, aujourd'hui, on a 38% en obligations, donc on est globalement neutre et on surpondère les obligations émergentes, mais qui sont libellées en devises fortes. Sur la poche action, on est à 46%, on est plutôt surpondéré. En revanche, on sous-pondère les États-Unis et on surpondère la Suisse. Aucun lien. Vous n'avez pas le choix, non? Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. On l'a. Et on surpondère aussi les émergents. Donc j'y reviendrai 2 minutes après. On a toujours 10% en fonds alternatifs. Donc je rappelle des hedge funds qui ont pour vocation de jouer un rôle de décorrélation par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Et on a 4% d'or qu'on continue de surpondérer, même si on prend nos profits de temps en temps. Et le zoom que je voulais faire rapidement sur les émergents, puisqu'on en a à la fois, on les surpondère dans la poche obligataire et dans la poche action. On trouve que le potentiel de croissance des bénéfices par action est plus intéressant que dans les pays développés et que les valorisations sont plus attractives. Pour vous donner un ordre d'idée, l'indice MSCI émergent, il se négocie à 13 fois les bénéfices estimés pour 26. Là où aux US, on est à 22 fois les bénéfices. Donc ça nous paraît attractif. Et dans les pays qu'on aime bien, il y a la Corée du Sud et l'Inde. Il s'est pris quand même une raclée cette année. Oui, mais elle a quand même un potentiel de croissance qui est intéressant et on peut couvrir. Le marché s'est pris une raclée en monnaie locale et en dollars. Perspective. Et après, sur l'or. Plus on est bas, plus on a de potentiel. Sur l'or, parce qu'en fait, il y a un parcours qui ne vous a pas échappé, qui a été assez incroyable déjà l'année dernière et ça a continué cette année. On continue de penser que les banques centrales vont continuer de se dédollariser, que la demande va rester forte et que le dollar un peu perdu de sa superbe, ça ne va pas s'améliorer. Top ou flop de la semaine, Valentine Hénouz, avec nous aujourd'hui. Je vais faire le flop avec la Banque centrale du Japon et son gouverneur Kazuo Ueda, qui va sûrement augmenter... Et pourquoi un flop? Il a raison. J'arrive à mon flop. Ok. Ils vont augmenter leur taux parce qu'il y a de l'inflation au Japon. C'est quand même un véritable changement d'environnement par rapport à ce qu'on avait connu avant le Covid, avec maintenant un taux de 10 ans au Japon qui est à 1,9, alors qu'avant le Covid, on était à 0. Pourquoi c'est un flop? Parce que traditionnellement, l'épargne japonaise servait à financer la dette aux États-Unis, la dette en Europe, et que maintenant, s'il y a des taux attractifs au Japon, ils vont être beaucoup plus intéressés de rester sur leur marché domestique. Donc ça va contribuer, ces hausses de taux au Japon, ça fait pression sur les taux longs, mais pas simplement au Japon, aussi en Europe et aux États-Unis. Voilà. Alain Pitou, rapidement. Alors, rapidement, j'ai trouvé une boîte qui fait 99% de marge, 15 milliards de résultats sur l'année 2025, à peu près, ils vont faire ça, avec 200 salariés. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Tether, qui est la boîte qui est au cœur du système du stablecoin. Ils ont à peu près 40% du marché, à peu près. Donc, c'est le leader là-dedans. Ils ont, en fait, ce qu'ils font, c'est que pour le stablecoin, ça veut dire qu'on laisse $1 qui vaut un stablecoin. Et donc, du coup, ils ont des actifs en garantie. Et ces actifs, ils les placent et ils génèrent ces gains. Et ce qui est alors c'est intéressant parce que pour moi c'est un top aujourd'hui et ça sera peut-être un flop si à un moment donné il y a un doute sur la manière dont si le stablecoin n'est pas stable. C'est ça. Alors ça par contre là ça pourrait peut-être ça pourrait faire très mal. Mais enfin on en est. Pascal, top ou flop? Moi j'ai un flop, c'est le constat du patronat en Allemagne sur l'état désastreux de l'industrie en Allemagne qui vit sa pire crise selon eux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que l'industrie a beaucoup tiré l'Allemagne quand même pendant des dizaines d'années. Donc c'est tout ce qui est chimie, automobile, etc. Et ils estiment qu'en fait, le bazooka budgétaire qui a été déployé va pas aux bons endroits. Et pour moi, c'est une vraie inquiétude parce qu'on compte quand même pas mal sur l'Allemagne et ce fameux bazooka pour relancer la croissance en Allemagne et avoir des effets ensuite sur la croissance en Europe. Alors déjà, avec 1% de croissance, c'est pas terrible. Mais si en plus, on a ce moteur-là qui est en panne et qui a du mal à se réveiller, inquiétude un peu sur la croissance européenne. Donc Angela revient, quoi. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Jean-Marc Daniel, c'est obligé. Alors moi, c'est un top plus que de la semaine, c'est un top du millénaire. Okay. Ah oui, carrément. Carrément, je vais évoquer le 5 décembre 1360. Bah oui. Et mon top, c'est le personnage qui crée le franc à cette époque-là, qui s'appelle Nicolas Oresme, et qui dit « J'appelle cette
monnaie le franc parce qu'une monnaie ne doit jamais mentir. Et donc le franc, c'est pas la monnaie des Français, c'est une monnaie qui ne ment pas. Alors on peut pas dire que dans l'histoire, après, on a respecté cet engagement, mais je pense que cet engagement est toujours d'actualité. On doit toujours faire en sorte que la monnaie ne mente pas. Le franc, ça n'a rien à voir avec les Français. Ça n'a rien à voir avec les Français. D'ailleurs, quand les Suisses ont adopté le franc suisse, ils ont dit, écoutez, c'est pas la monnaie des Français, c'est une monnaie qui ne ment pas. Bien donc sûr. c'est tout à fait normal qu'on l'adopte. Génial. Le top 3 des gérants avec toujours notre trio tête qui ne lâche pas le podium. Sébastien Lalvé qui fait un carton avec 44%, Frédéric Rosier 42%, Céline Picmal-Prade avec 36%. Maintenant, mettez-moi le portefeuille en écran et la musique qui fait très peur pour Alain Pitou. Alain, vous êtes prêt? La France vous regarde. Je suis prêt. On va passer en revue votre portefeuille et vous allez nous dire ce qu'on fait. Donc vous avez du Rocket Lab. Je garde. Vous avez ça fait 93%. On regarde. Oui, oui. Ok. On a de l'IBM. Oui, on garde. Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, elle était sur le plongeoir, je la garde. La prochaine fois que je viens, si ça s'améliore pas, je la sors. D'accord. C'est le fameux. C'est de la santé. Et alors le problème, c'est que ils ont plusieurs médicaments qui ont eu des problèmes, donc ça n'a pas trop. Donc pas surprenant. Vous avez du First Solar. Voilà. J'imagine que vous gardez. Oui, je suis content avec ça. Bah oui. Vous êtes content, vous, en général. Oui, en général. Vous avez du Visa. Oui, je garde aussi. Vous avez du Dell. Oui. Du Microvast. Oui. Constellation Energy. Si, je garde aussi, bien sûr. De AES Corporation. Je garde aussi. Qu'est-ce qu'on achète Alors, on achète un peu, je reste dans la même idée. En fait, je vais acheter une boîte qui s'appelle American Electric Power. Donc, c'est. Vous n'êtes pas obsessionnel, vous, c'est Oui, non, ils sont assez centrales dans la distribution d'électricité aux États-Unis. Et ils font des gros investissements. Alors, c'est peut-être un peu le risque sur cette boîte-là, c'est qu'ils font beaucoup d'investissements pour aider et accompagner les entreprises de la tech pour leur data center. Donc, ça, je pense que c'est un bon pari pour les années qui viennent. Et j'achète une autre entreprise. Alors, vous en avez beaucoup, non? Non, juste deux, c'est la deuxième. Parce qu'on n'a pas alors c'est tout à fait le genre de choses que n'aime pas Jean-Marc, c'est l'État américain qui se mêle de certaines choses. Allez. Et là, il se mêle de robotique et de drones. Et j'achète une entreprise qui s'appelle AeroVironment. Alors, autant la première est assez, je suis assez tranquille sur la première, qui est un genre de service public amélioré. Autant celle-là, c'est quand même assez risqué. Ils fabriquent des drones pour l'armée, entre autres. Donc, c'est une petite entreprise. Bon, il y a du risque sur cette boîte-là, un peu moins. C'est ESG, ça, des drones pour l'armée? Alors, maintenant, je fais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc on laisse tomber. Donc ça peut tuer, c'est pas grave. Allez, Pascal Séville, la musique qui fait peur pour Pascal. On a du Visa, Pascal. Je garde. On a du Salesforce. Je garde. On a du ASML. Je garde. Adyen. Je vends. Pourquoi? Vous n'y croyez plus? Parce que performance pas bonne, ça a du mal à reprendre, donc on s'en... Voilà. Donc Pascal Séville vend Adyen, du Sika. Je garde. Uber. Je garde. Microsoft. Je garde. Infineon. Garde. Alphabet, vous avez fait un carton, bravo. Ça, on continue. Richemont. Pareil. Chenière Énergie. On garde. Ferrari, bon ça c'est logique. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Tous vos clients en ont. Vous avez de Eaton. Je garde. Marsh & McLennan. Aussi. Iberdrola. Et je garde aussi. Qu'est-ce qu'on achète, Pascal? On achète une boîte que vous connaissez tous pour l'avoir moins utilisée une fois, qui est Uber Technologies, Uber donc, qui est le leader mondial dans deux secteurs qui sont très porteurs, qui sont le covoiturage et la livraison de repas. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est une entreprise, j'ai pas le temps de vous faire un quiz, mais si, allez-y. Elle a été créée depuis combien d'années, à votre avis, si vous vous en souvenez? 2012, un truc comme ça. Même pas, à peine. Ouais. À peine. Et ce qui est fou pour toutes ces entreprises qui n'ont pas forcément le même parcours, c'est qu'elle est passée d'une entreprise très consommatrice en fait de capitaux à une entreprise qui est très rentable aujourd'hui et qui dégage de la trésorerie. Donc nous, Ils sont très rentables là. Oui, ah oui, ça y est. Oui, c'est une entreprise qui aujourd'hui dégage des. Pardon ? Ils vont passer à la voiture autonome ou pas ? Ils sont en train de travailler sur la voiture autonome et d'ailleurs, leur plateforme est très utilisée en test sur les voitures autonomes qui pourraient leur faire une économie aussi importante. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est présente dans 70 pays et 10 500 villes à travers le monde. Et quand on la compare, en fait, elle se compare à des plateformes comme Netflix ou Spotify. En termes de valorisation, elle a une décote de 40 à 50%. Donc voilà, marché porteur, adoption des véhicules électriques, potentiellement un gros impact positif sur l'entreprise. Et c'est une entreprise qui arrive à très bien créer un taux d'engagement. Parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser pour faire livrer votre repas, pour aller faire votre course, etc. Ce qui est incroyable dans cette boîte, c'est quand même de se dire que c'est une société où les chauffeurs travaillent pour la boîte, et donc pour les profits de la boîte, et plus il y a de profits de la boîte, et plus on va aller vers la voiture autonome. C'est ça. Et plus ils vont détruire eux-mêmes leur emploi. C'est quand même... Oui, et si la voiture autonome fonctionne...
ils seront plus là et c'est des énormes économies pour l'entreprise. Ça va fonctionner, la voiture autonome. Oui, ça va fonctionner. Et de nouveau, ils ont aussi dans leur chiffre d'affaires le partenariat qu'ils font avec les marques pour tester les voitures autonomes parce qu'ils ont la plateforme et la technologie qui permet de le faire. Vous ne trouvez pas ça troublant, les gens qui pédalent pour supprimer leur propre boulot ? Ça me paraît être la quintessence du capitalisme. Une entreprise bien gérée est une entreprise qui utilise ses profits pour pouvoir dégager de la productivité. Mais donc avoir de moins en moins de personnel. Mais pas en broyant son personnel, si. Non, mais pas en le broyant, mais en le faisant travailler pour elle. D'accord. Pas l'exploitant, mais en le faisant travailler. C'est-à-dire le rémunérant à la hauteur de... Je comprends, jusqu'à sa propre disparition. C'est-à-dire jusqu'à la disparition du personnel. Toute la démarche du capitalisme, c'est quand même de faire en sorte d'avoir à utiliser de moins en moins de monde pour produire de plus en plus. Si vous me permettez juste... N'allez pas parler à la télévision publique de ça, s'il vous plaît, parce que là, on va être grillé définitivement. Juste un mot très rapidement pour rejoindre ce que vous dites. J'ai pris un Uber il n'y a pas très longtemps, là, il y a une semaine, et il me disait en fait que lui, il était entre deux jobs et c'est Pôle emploi qui lui a proposé de devenir chauffeur Uber. D'accord. Et donc c'est pas un choix. Je pense qu'on se lève le matin en se disant tiens, je vais être chauffeur Uber et détruire mon emploi en pédalant. Mais en fait, c'est tellement éphémère aussi pour certains que c'est le bon compromis. Très bien. Écoutez, cette émission donc spéciale solaire et spéciale paysan indien, je vous rappelle qu'on est diffusé très largement à Mumbai où on fait un carton absolument incroyable. J'espère merci, que ça va se passer. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et n'oubliez pas de nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Comme ça, on va faire un très bon record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.